Bonjour Marwan Chahine. Bonjour. Alors vous êtes un des auteurs justement présents sur cette place. Ce matin j'ai reçu comment s'appelle-t-il, Uri David Jury. David Jury. Voilà. Et alors avec David on a parlé du Liban. Évidemment, puisqu'il a écrit Beyrouth Forever, et vous êtes l'auteur de Beyrouth 13 avril 1975. Et c'est pas très éloigné tout ça, parce que lui c'est de la fiction. Vous, par contre, vous avez fait le choix, même si au début du livre, vous partez sur une idée fictionnelle, de faire un véritable travail d'enquête, un véritable travail de journaliste, ce que vous êtes, même si à l'époque, vous aviez décidé d'arrêter le journalisme. Expliquez-nous un petit peu du contexte dans lequel vous avez décidé de mener cette enquête, et après, évidemment, on rentrera dans le détail de l'histoire. Oui, voilà, c'est exactement ça. À l'origine, moi, je suis journaliste et quand je suis arrivé au Liban en 2015, j'avais l'idée un peu résolue d'arrêter le journalisme et de me lancer dans la fiction. Sauf que parfois, la réalité vous rattrape, surtout dans un pays comme le Liban où elle est encore souvent bien plus folle que la réalité. Et voilà. Et donc du coup, j'avais commencé à faire un petit article sur cet événement qui est le 13 avril 75, qui à l'occasion des 40 ans du début de la guerre et qui est censé être l'événement déclencheur de la guerre civile libanaise, l'attaque d'un autobus dans le quartier d'un autobus palestinien dans le quartier chrétien de Ain al-Mene. C'est important de dire qui est censé être le début. On verra. On va y revenir parce que c'est une histoire en elle-même. Et voilà. Et cette petite histoire qui m'avait rattrapé et qui était censée être un petit article est finalement devenu un livre et une enquête de presque 10 ans. Alors qui se lit comme un récit, qui est raconté à la première personne. Oui. C'est moins journalistique que du récit narratif et comme disent les Américains de la non-fiction, mais tout est vrai. C'est une histoire. C'est une histoire et pourquoi avoir abandonné la fiction? Parce qu'au début, vraiment, au début, on part sur de la fiction avec quand même, je sais pas moi, une plume quoi. Une belle journée s'annonce, pas un nuage à l'horizon. Le thermomètre affiche 24 degrés. C'est presque trop pour un début de printemps, mais qui s'en soucierait le 13 avril 1975, les Beyrouthins. Bon, pourquoi avoir abandonné la fiction? À un moment donné, vous dites bon, allez, c'est n'importe quoi. Alors, moi, j'avais moi-même des difficultés dans les fictions que je voulais écrire. Et puis surtout, le problème, c'est que dans un pays comme le Liban, il y a beaucoup de fiction et très peu de travail sur la réalité. Et donc, ça, c'est vraiment le fond le fond du livre. C'est le fond du livre, et que en réalité, un pays comme le Liban a beaucoup plus besoin d'histoires vraies et de réflexion sur sa propre histoire que de fiction, parce qu'il y en a énormément et les gens qui parlent d'histoire. En réalité, la plupart des Libanais sont dans la fiction. Chacun raconte son histoire à sa sauce et personne s'intéresse à réellement ce qui s'est passé. Donc voilà, il fallait à un moment poser les faits et essayer de savoir ce qui s'est passé. Sauf que en faisant ça, on flirte très souvent avec la fiction puisque la réalité est très folle. Comment vous expliquez justement que le Liban ne parvienne pas à adopter une histoire commune? Parce que c'est de ça dont il est question quand même. C'est ça. Et alors, il y a deux trucs. Il y a le fait que la guerre s'est pas vraiment terminée, ou elle s'est terminée en autre besoin. Donc, la guerre civile de 75. Et chacun est reparti un peu avec sa version. Et donc, il n'y a pas eu vraiment un travail historique. Il y a une loi d'amnistie qui a été déclarée à la fin de la guerre, qui a généraliser l'amnésie et chacun est reparti avec sa version des faits et donc une version souvent très erronée. Et après il y a un problème de fond, c'est que le encore plus profond et qui est peut-être même à la cause à l'origine de cette guerre, c'est que le Liban a un problème de projet national. Il y a presque autant de Liban que de Libanais ou au moins que de communautés au Liban et le pays a jamais vraiment dépassé cette problématique-là, a pas eu le temps entre guillemets de solidifier son projet national, ce qui fait qu'on a des récits très discordant de ce que c'est le Liban. Alors ce 13 avril 1975, il se passe quelque chose d'assez fou, c'est que un bus est attaqué et il y a plusieurs versions de cette attaque de bus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous allez mener l'enquête évidemment, est-ce que finalement vous avez la bonne version?
Et est-ce qu'on la découvre à travers le livre? Alors on découvre plein de choses, Oui. mais on confirme. découvre aussi le fait que peut-être que la bonne version n'existe pas. C'est-à-dire que la bonne version au Liban, c'est peut-être comprendre qu'il y a plusieurs versions et comprendre pourquoi certains interprètent les faits différemment. On va avoir les faits, on va savoir qui a tiré, on va savoir qui était dans ce bus, on va savoir pourquoi l'attaque a eu lieu. Mais même en sachant ça, on mettra pas tout le monde d'accord. Et donc, il faut essayer de comprendre l'histoire libanaise, c'est essayer de comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire à travers ce livre. Alors, il faut nous en parler. Qui sont les passagers de ce bus? D'où venaient-ils? Certains, enfin, il y a vraiment là encore une fois des versions très très différentes. Est-ce qu'on sait quand même qui ont été les victimes? Je vais donner les deux grandes versions, les deux grandes versions de l'histoire. Parce que je veux pas non plus tout révéler. Oui, bien sûr, évidemment, vous avez raison. Il faut pas que je spoil mon propre livre. Non. Et même si ça appartient à l'histoire. Mais en gros, il y a une version qui va dire que c'était des passagers palestiniens. Oui. Parce que suite à la Nakba de 1948, donc 200 000 Palestiniens qui ont été chassés de chez eux ont trouvé refuge au Liban et se sont organisés militairement avec l'idée de rentrer en Palestine, et donc ce qui a créé des divisions au Liban. Les Libanais se sont divisés sur cette question, certains étaient solidaires et d'autres disaient que les Palestiniens formaient un État dans l'État. Et ont même créé des milices pour s'opposer à eux. Et donc du coup, dans cet autobus, il y a des Palestiniens qui reviennent d'un défilé et qui sont pris pour cible dans un quartier chrétien. Et il y a plusieurs versions qui s'opposent. Certains vont dire que c'est une attaque délibérée des milices chrétiennes qui voulaient démarrer une guerre, et d'autres vont dire que non, c'est une simple réaction contre des miliciens armés jusqu'aux dents après la tentative d'assassinat le matin même contre le leader phalangiste qui se trouvait dans cette même rue pour l'inauguration d'une église. Ces deux versions s'opposent et les Libanais sont déchirés sur ces versions. Et en examinant ces différentes versions, on essaye de comprendre ce qu'était le Liban de l'époque, mais aussi ce qui est encore le Liban d'aujourd'hui. Ouais. Alors, vous partez à la rencontre d'un gars qui a récupéré le bus et qui est assez haut en couleur. Il faut nous en parler un petit peu quand même si je sais qu'il faut pas déflorer le livre. Et puis il est gros le livre en plus, hein, il y a de quoi faire. Mais c'est un personnage. Oui, c'est un peu ça qui m'a donné envie de me lancer dans cette histoire. C'est quand j'ai découvert que, par exemple, à l'endroit où l'attaque a eu lieu, il n'y a pas une plaque commémorative pour dire c'est fou, ici que la guerre a commencé. Et pire que ça, le fameux bus qui a été impliqué dans cette affaire, c'est un particulier, quelqu'un qui travaille comme carrossier, qui l'a récupéré et qui, depuis la fin de la guerre, essaye de le revendre pour $1 million. Donc, en soi, ça dit déjà beaucoup de ce pays. Et la personne qui l'a récupéré, il est il est très libanais, c'est-à-dire que dans toutes ces histoires qui se mélangent, on sait plus très bien ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. Et ça commence d'entrée dès qu'ils vont récupérer en voiture. Il parle, il me raconte, et je sais pas si ce qu'il me raconte est vrai, pas vrai. Et du coup, c'est lui-même, c'est une métaphore du Liban et de cette histoire. Ouais. Alors vous, ce qui est super, c'est que évidemment on vous suit, c'est très subjectif, c'est à la première personne. Vous allez rejoindre une tante, non? Vous avez de la famille là-bas, je crois. Alors vous décrivez un peu l'anecdote du Monoprix, ça m'a beaucoup fait rire. Il faut nous en parler. C'est assez incroyable ça aussi. C'est ce Monoprix là qui est tout nickel. Ouais, alors l'anecdote du Monoprix, c'est que en arrivant à Beyrouth, ma tante très fière me dit il y a un super Monoprix qui a ouvert. Ouais. Côté musulman. Donc moi, je viens d'une famille chrétienne, mais donc elle par là, elle essaye de me dire, j'ai l'esprit ouvert, le Liban se modernise, on dépasse tous les vieux conflits, et côté musulman, donc de l'autre côté de la ligne, de ce qui fait une ligne de démarcation. Et donc ce Monoprix, j'y vais, je suis épaté, il y a absolument tout, de la charcuterie avec ou sans porc. Tout type d'alcool, des légumes bio, et il y a même une franchise du boulanger français Kaiser. Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est ce Liban? Moi ça faisait des années que j'avais pas mis un pied. Je me dis mais le pays se modernise à fond. Et sauf que de fil en aiguille, je m'aperçois que personne n'y va. Alors je pense qu'il y avait des raisons de prix parce que c'était un peu plus élevé que les autres supermarchés, mais aussi parce que les chrétiens qui vivent de l'autre côté de la rue, donc dans le quartier d'Arib El Méné où ça s'est passé, arrivent pas à traverser la rue parce que psychologiquement c'est trop dur.
Et de fil en aiguille, ce Monoprix se désagrège et se désagrège. Je commence à trouver des cartons au milieu des allées. Le vendeur de Kaiser, faut que j'aille le chercher sur son parking. Et voilà. Et à la fin, au bout de quelques mois, il a fermé ses portes. Et je me dis comment un pays c'est une phrase. Alors je saurais pas la redire de mémoire, mais comment un pays où on n'arrive pas à se mettre d'accord à partager un supermarché, on pourrait partager une mémoire commune, quoi. Ouais. Dernière question, on en a parlé un petit peu ce matin avec David Uri. C'est quoi le Liban aujourd'hui? Dans quel état se trouve aujourd'hui le Liban? Et particulièrement, on sait que la Syrie joue un rôle important pour le Liban. Or, la situation politique en Syrie a changé. Le régime de Bachar est tombé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Liban d'aujourd'hui? Oui, puis on a vu le Hezbollah aussi se faire décapiter par Tsahal. C'est le cas, et en même temps, le Liban d'aujourd'hui est toujours dans une situation très difficile, parce qu'en réalité, les problèmes qui existaient en 75 autour de l'unité nationale et du projet national, il se pose toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que, au-delà de la question du Hezbollah, c'est la question de la souveraineté qui se pose. Et une bonne partie des Libanais du Sud, parmi ceux qui soutenaient le Hezbollah, ne font pas confiance à l'État libanais, qui, de fait, ne les a pas beaucoup soutenus au cours des derniers mois, alors même qu'ils ont connu énormément de pertes parmi les civils. Donc voilà, la question au fond, le principal problème du Liban, c'est le problème de sa souveraineté. Le fait que la Syrie, la dictature syrienne soit tombée, c'est en effet une épine de moins dans le pied. Après, on a un voisin au sud pour lequel la souveraineté libanaise n'existe pas vraiment, et ça, c'est un problème qui continue encore aujourd'hui, et qui, tant qu'il ne sera pas résolu, permettra pas au Liban d'aller vraiment mieux. Et la Syrie, est-ce que ça, parce que beaucoup de Syriens ont immigré au Liban, énormément. Donc, est-ce que le changement de régime, est-ce que ça se fait déjà se ressentir? Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Syriens qui sont venus au Liban pour des raisons économiques et qui y sont encore. Il y en a beaucoup qui n'osent pas rentrer parce qu'ils ne savent pas, parce que certains ont fui l'armée, parce qu'il y a des problèmes administratifs, parce qu'ils sont pas certains que le régime en place va bien les accueillir, donc ils ont un peu peur aussi. Et par ailleurs, il y a des nouvelles personnes qui fuient, notamment parmi les Alaouites, donc qui était la communauté à laquelle appartenait Bachar al-Assad, ou les chrétiens qui ont peur à cause du nouveau régime. Donc on est encore loin d'une accalmie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plus un régime autoritaire qui a la capacité de perturber le Liban comme hier, mais pour autant, on est loin d'une stabilité. Et en fait, c'est un problème qui est bien plus régional que seulement entre le Liban et la Syrie.